Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour d'abord cette troisième journée des amphis qui commence. On voit qu'il y a de plus en plus de monde chaque jour, donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Cette conférence dans laquelle on a le plaisir d'accueillir Sandrine Rousseau, et un immense merci Sandrine d'être avec nous ce matin. Vous pouvez commencer par l'applaudir. Merci Sandrine. Un double merci. Il n'est pas encore allumé ton micro. C'est pas de la censure, on promet. Merci de l'invitation surtout. Et un double merci à la fois d'être là, à ces universités d'été, puisque c'est vraiment un plaisir de t'accueillir, mais merci surtout de te prêter au jeu sur un thème et un débat qui nous semble important et majeur à gauche, qui est celui de la question européenne. Et donc, j'ai plus l'intitulé même exact pour cette conférence, mais l'idée est de discuter du programme européen pour les élections présidentielles, et plus précisément, comment on l'applique, et comment au soir du 23 avril 2022, on mettrait en place un programme qui serait à la fois compatible avec ce pourquoi on a été élu et qui tient compte de la réalité européenne. Et c'est le cœur du débat aujourd'hui. Je vais pas être plus longue en introduction, vous le savez sans doute, c'est le deuxième volet d'un premier volet qu'on a organisé, d'un dialogue avec Éric Piolle. Hier, d'ailleurs, je suis curieuse, combien dans cette salle étaient présents hier? Ok. C'est que vous avez aimé cette question si vous revenez. C'est chouette. C'est chouette. Et je le disais hier, du coup, ça prouve l'intérêt et l'appétit pour ces questions européennes. Et ça prouve aussi l'attente, peut-être, vis-à-vis de toi, Sandrine, sur ces questions. On va procéder, du coup, d'une manière assez similaire à celle d'hier. Alors, hier, Manu était Rutel Krief. Je deviens David Pujadas. Donc c'est moi qui vais être la maître du temps et j'espère la plus impartiale possible. En tout cas, on tient à t'accueillir dans les meilleures conditions possibles, Sandrine. Et on va essayer de procéder d'une manière un peu similaire, d'abord en deux phases. La première, celle du diagnostic, de l'analyse aujourd'hui de la situation dans l'Union européenne, des opportunités, mais aussi des blocages qui peuvent être posés par le cadre actuel européen. Et sa compatibilité ou son incompatibilité avec le programme qui est le nôtre et le tien. Tu nous en diras un mot, Sandrine Rousseau. Et puis dans une deuxième partie, on va discuter de comment on fait concrètement pour appliquer ce programme et quelle sera la marche à suivre, les outils, les leviers, une fois au pouvoir, pour qu'enfin on sache à quoi ressemblerait et ne pas reproduire certaines erreurs qui ont pu être faites dans le passé. 15 minutes chacun pour chaque tour de parole, et puis on ouvrira évidemment la parole à la salle. N'hésitez pas à poser des questions larges, on essaiera d'en prendre un maximum, y compris pour celles et ceux qui ont pu être frustrés hier. Et puis évidemment, on entendra et on écoutera Sandrine Rousseau avec beaucoup d'intérêt dans un contexte où ce débat, je crois, est loin d'être soldé à gauche entre les différentes forces politiques. Sandrine, si ça te va, je vais te passer la parole en premier. Donc Sandrine, je la représente pas, candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts, prof d'économie, si je dis pas de bêtises, vice-présidente de l'Université de Lille aussi, si je dis pas de bêtises. Et donc pour se concentrer dans un premier temps sur ton analyse, ton diagnostic de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, des opportunités et des blocages qu'elle offre avant d'arriver dans un deuxième tour de parole sur précisément comment on fait. Merci à toi. Eh bien, merci, et merci de me donner l'occasion de parler d'un des sujets qui, je pense, est finalement au cœur doit être au cœur de nos échanges, puisqu'on sait on partage des choses, mais peut-être que c'est là-dessus qu'il nous faut avancer vers une convergence de nos positions, ou du moins voir comment on agit avec nos différences en tous les cas. Alors, pour moi, le diagnostic sur l'Union européenne, c'est un diagnostic qui est
j'ai envie de dire, assez sévère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une Union européenne qui est une aventure humaine que moi je trouve incroyable, qui a été créée dans des conditions assez incroyables et qui aujourd'hui pourrait être une opportunité à mes yeux importante, mais qui souffre de faiblesses structurelles. Et ces faiblesses structurelles sont diverses, mais surtout la question c'est comment on peut essayer de les dépasser. Donc dans ces faiblesses structurelles, pour moi la première de ces faiblesses, c'est la question de la gouvernance de cette Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une gouvernance de l'Europe qui est bipolaire avec cette Commission européenne et ce Parlement européen. Et finalement, on voit que la démocratie directe, qui est le Parlement européen, peine à trouver sa place et sa force face à une Commission européenne qui représente les États et qui prend les mesures et qui est aussi un lieu de décision finalement qui permet aux États d'avoir des stratégies différentes de ce qu'ils annoncent en amont. C'est-à-dire qu'en fait, on a une forme de dichotomie et cette Commission européenne telle qu'elle est actuellement ne permet pas en réalité d'avoir une véritable politique européenne assumée par les États, convergente et qui fasse l'objet d'un programme. Donc la gouvernance, dans la gouvernance, moi je mets aussi un gros problème avec la Banque centrale européenne, puisque aujourd'hui, et c'est dans les statuts de l'Union européenne, la Banque centrale est indépendante du politique, et en tant qu'économiste, moi je dis qu'il n'y a pas de banque qui doit être indépendante du politique, jamais une politique monétaire, jamais une politique économique ne peut être indépendante du politique, et donc ça c'est un des enjeux aussi de la gouvernance européenne et je pense que ça fera l'objet de la deuxième partie de ce dont on discutera. Après, il y a évidemment aussi une question de ligne politique et de ligne économique qui est suivie, puisque aujourd'hui, je pourrais le résumer comme ça, mais le libéralisme est préféré à toute autre chose au sein de l'Union européenne. Et c'est un problème, parce que le libéralisme est, à mes yeux, le cœur et la source de nos problèmes aujourd'hui, puisque c'est ce libéralisme qui génère le réchauffement climatique et les problèmes environnementaux que l'on a, je pourrais y revenir. C'est le libéralisme aussi qui fait que l'on est dans des formes de concurrence sociale qui sont indépassables. Et c'est ce libéralisme aussi qui fait qu'on met en concurrence nos secteurs industriels et nos secteurs agricoles, par exemple, avec le reste du monde, et dans des conditions de concurrence qui ne sont pas, qui en fait mettent en danger les personnes les plus précaires de notre société et qui, à mon avis, est à la source notamment de la montée des extrêmes dans nos pays et dans notre pays en particulier, puisqu'il y a une perte de repère d'une classe ouvrière, j'ai envie de dire, qui évidemment ne peut pas se retrouver dans les politiques européennes telles qu'elles sont faites. Donc le libéralisme plutôt que toute autre chose. Or le libéralisme est aujourd'hui au cœur de notre problème et même à la source de ce qui nous emmène dans le mur, et ce qui nous emmène dans le mur à vitesse grand V, la crise environnementale, la crise sociale. J'ai envie de dire aussi que le libéralisme s'applique sur des domaines sur lesquels on pourrait imaginer que enfin l'Europe sorte de ce libéralisme, et pour l'instant il n'y a pas eu de critique là-dessus, moi j'en ai pas entendu de manière forte au sein de l'Europe, notamment la politique environnementale, où quand on voit cette espèce de Green New Deal qui certes est intéressant, il y a des financements qui sont mis, mais finalement les outils économiques qui sont utilisés pour modifier notre système économique, eh bien ce sont des marchés de droit à polluer, ça reste du marché, et surtout ça a un inconvénient, c'est que dès lors qu'on est sur des mécanismes de marché, eh bien on est dans de l'échange entre entreprises, et on est du coup dans des entreprises qui s'organisent entre elles pour faire en sorte de limiter leurs émissions de carbone en échangeant ces droits à polluer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recette fiscale pour l'Europe, ça veut dire qu'il n'y a pas de maîtrise du prix du carbone, et ça veut dire derrière qu'il y a aussi une espèce de chantage fait par ces politiques à la diminution des prix, à la diminution des règles, à la diminution de la fiscalité sur elles. Et donc ça, c'est un des sujets, à mon avis, de l'Europe, c'est comment l'Europe se replace au-dessus des entreprises, organise, contrôle, intervient dans les marchés et fait en sorte que ce ne soit pas les entreprises européennes qui décident de la politique européenne, mais bien une politique européenne qui décide et qui encadre l'activité des entreprises. Donc le libéralisme plutôt que toute autre chose, et puis évidemment l'absence de questions sociales. Et quand je dis l'absence de questions sociales, il est incroyable, et là-dessus je pense qu'on a une responsabilité collective extrêmement forte. Quand je dis responsabilité collective, pas nous ici évidemment dans la salle, mais la France et les autres États, on a une responsabilité extrêmement forte à ce que l'Europe ne parle
toujours pas de social. Toujours pas. Et pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que il y a toujours pas de débat sur un revenu minimum européen, il y a toujours pas de débat sur la protection sociale européenne, il y a toujours pas de débat sur le dumping social au sein de l'Europe. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et ça, aujourd'hui, et après le départ de l'Angleterre, la question se pose quand même de savoir comment on donne un corps à cette Europe et comment on fait en sorte que ça ne soit pas juste une organisation de marché, mais que ça soit véritablement une organisation sociale. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le marché au-dessus de tout, la question des services publics se pose évidemment de manière extrêmement forte, puisque moi, dans la transformation écologique que je porte, je pense qu'en 5 ans, il nous faut augmenter le nombre de fonctionnaires, il nous faut augmenter la place des services publics dans notre société, parce que le service public garantit le commun, et qu'on a absolument besoin de cette garantie du commun. Aujourd'hui, le cadre européen ne nous permet pas de le faire correctement. Donc voilà. Et puis la dernière des choses, le dernier des constats que j'ai envie de poser, c'est de dire que nous sommes très faibles, abyssalement faibles, sur la question de la politique étrangère et de la politique de sécurité et de défense. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que l'Europe doit s'imposer. On est dans un... Alors, bon, j'imagine que vous étiez dans l'amphithéâtre hier en écoutant Jean-Luc Mélenchon, mais enfin, on est dans une modification des forces géopolitiques de manière assez importante. Et si l'Europe ne se constitue pas en ayant une voix en particulier qui porte sur la scène internationale, eh bien, on se fait balloter de puissance en puissance, de conflit en conflit, et finalement on n'a pas la force de résister. Et pour moi, un des enjeux d'une construction européenne qui nous permettrait d'avoir une identité et une force à l'extérieur dans une politique étrangère reposerait sur la formation d'un conseil de sécurité au sein de l'Union européenne, avec des pays dont on verra après quel pays mettre dans ce conseil de sécurité pour qu'on sorte d'un couple uniquement franco-allemand. Là, on est enfermé dans un couple franco-allemand qui date de la création de l'Union européenne, sauf que les Allemands ont une politique libérale, favorisent une politique industrielle libérale et favorisent aussi le fait qu'il n'y ait pas de constitution de l'Europe politique et géopolitique sur les questions de défense. Donc, on doit absolument sortir de ce tête-à-tête. On doit créer des coalitions au sein de l'Europe avec les pays du Sud, notamment la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc., pour faire en sorte que cette Europe devienne multipolaire, qu'on crée un conseil de sécurité, qu'on avance vers une Europe de la défense. Moi, ça fait partie des points de différence, je pense, pour le coup, entre nous, vers une Europe de la défense, et qu'enfin, on puisse se protéger en tant qu'entité contre quand même une montée d'un conflit Chine-États-Unis, contre aussi un entrisme quand même des pays type Qatar, Arabie Saoudite sur le financement de nos institutions et de nos infrastructures. Et donc là-dessus, si on n'a pas une politique coordonnée de l'Europe, eh bien on voit que la Chine, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme les États-Unis, investissent en Europe et nous empêchent ensuite d'avoir une politique coordonnée. Donc c'est une mesure de protection absolument indispensable. Pour cela, ça passe par une institution. L'institution, c'est le Conseil de sécurité. Voilà, pour la première partie. Merci beaucoup, Sandrine, de t'être prêtée au jeu. Si je comprends bien, il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui l'Union européenne est un obstacle. Tu en as cité un certain nombre, et d'autres sur lesquels nous devrions faire ensemble. Et si je comprends, il y a parmi ceux-là la politique étrangère et l'Europe de la défense, ce qui, je suppose, va prêter au débat. Mais du coup, ça me laisse l'opportunité de donner la parole à Manu pour un exercice similaire. Alors, Sandrine a été assez rapide. Voilà, si besoin, tu peux prendre un peu de temps. Et évidemment, je redonnerai du temps aussi à Sandrine pour qu'elle, dans la deuxième partie, elle puisse exprimer dans les détails ses solutions. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je suis très content qu'on puisse avoir ce deuxième débat sur la question européenne. Et effectivement, de notre point de vue, la question, elle se pose dans les termes suivants. Comment une force politique qui porte des solutions de rupture en matière économique, en matière sociale, en matière démocratique, comment une force politique qui porte ces solutions de rupture, une fois qu'elle arrive au pouvoir, comment elle fait en sorte de pouvoir mettre en œuvre son programme, ses propositions,
malgré parfois les verrous que peuvent constituer les institutions européennes. Et je pense que donc si on veut faire un constat qui est un constat sérieux, lucide, et sur la base de ce constat ensuite proposer une stratégie, on doit d'abord identifier quels sont ces blocages, quels sont ces verrous, quelles sont les incompatibilités qui peuvent exister entre un programme comme le nôtre, mais j'imagine aussi un programme comme celui que peut porter Sandrine Rousseau, et les institutions européennes. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette première partie, étant entendu que dans la deuxième partie, ensuite, on va essayer de réfléchir et de travailler et de proposer ensemble les solutions pour lever ces verrous, les contourner, les débloquer pour faire en sorte, parce que je pense que c'est la question première qui doit être posée, faire en sorte que ce qui doit s'appliquer, c'est le programme pour lequel on a été élu devant les électrices et les électeurs. Et donc finalement, je crois que la question européenne, il ne faut pas la traiter comme une question quasi parfois fétichiste. J'aime l'Europe, j'aime pas l'Europe. Il faut la poser comme une question pragmatique et démocratique. Comment faire en sorte que le programme pour lequel on a été élu, on puisse effectivement l'appliquer. En tout cas, moi, c'est dans cet état d'esprit que je vais proposer quelques éléments. Alors, bien évidemment, pour ceux qui ont assisté à la conférence hier avec Manon, on est d'accord. Donc, vous allez vous retrouver certaines choses. On verra aussi les points d'accord et les points de désaccord qu'on peut avoir avec Sandrine. Donc, je pose la question et j'essaye de faire l'exercice. Voilà la proposition sur laquelle nous battons dans le programme L'Avenir en commun. Et voilà la difficulté à laquelle elle est confrontée dans les règles et les institutions européennes. Je donne quelques exemples. Exemple, on dit aujourd'hui, et je pense que c'est un point d'accord, au vu de l'urgence en matière écologique, climatique, au vu du dumping social, de la multiplication des délocalisations, de la nécessité, elle a été réhabilitée encore par la crise sanitaire, d'avoir un outil industriel, d'avoir des attributs de la souveraineté économique, on dit il faut être en capacité de mettre en place une politique de protection, ce que nous appelons de protectionnisme solidaire, pour faire en sorte de relocaliser les activités économiques, faire en sorte d'avoir un tissu industriel en France et en Europe. Là, on se heurte à un verrou en Europe, à plusieurs verrous en Europe, c'est la multiplication des traités de libre-échange, c'est les objectifs qui sont inscrits dans les traités européens, qui sont des objectifs de favoriser au niveau mondial la réduction des barrières tarifaires, des barrières douanières. Donc là, on a un levier, on a un verrou. Un verrou plutôt qu'un levier. Les leviers sera dans un deuxième temps. Deuxième question, si on veut, et c'est notre cas, et je pense que c'est partagé, dire qu'il y a un certain nombre de biens communs qui doivent échapper aux logiques du marché, c'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'énergie, c'est le cas des transports, et donc si on défend l'idée qu'il faut avoir des pôles publics sur un certain nombre de sujets, alors on se heurte à la politique de la concurrence européenne, qui dit en matière d'énergie, il faut libéraliser, ouvrir à la concurrence, en matière d'eau, il faut libéraliser, ouvrir à la concurrence, en matière de transport, en matière d'énergie, etc. Donc là, on a une difficulté aussi. De la même manière, si on veut être en capacité de mettre en place des clauses pour dire dans les marchés publics, on va favoriser les entreprises locales, on va favoriser l'économie sociale et solidaire, on va favoriser des pratiques économiques qui sont plus vertueuses en termes de respect du droit du travail, du droit de l'environnement, etc. Pareil, on se heurte à la politique de concurrence européenne. Si on veut, et c'est notre cas, avoir un plan d'investissement massif pour investir dans la transition écologique, investir dans la lutte pour réduire la pauvreté. Je vous rappelle qu'en 2017, on proposait, d'ailleurs, petite parenthèse, un plan de 100 milliards d'euros à l'époque. Tout le monde nous riait au nez en disant « mais 100 milliards d'euros, mais vous êtes complètement fous, c'est impossible, etc. » Je vous rappelle que le plan de relance, là, que Macron dit qu'il est génial, etc., c'est 100 milliards. Hein. Et là, personne dit « il y a un problème, c'est impossible, comment vous allez faire ?» Je ferme la parenthèse. Ouais, même 150 maintenant. Donc, ça c'est petite parenthèse pour dire que les crédibilités d'hier sont pas toujours les crédibilités d'aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si vous voulez faire ça, si vous voulez récupérer des marges de manœuvre budgétaires pour pouvoir investir massivement et préparer, on va dire, la transition, la bifurcation écologique et les enjeux et répondre aux défis sociaux d'aujourd'hui, alors vous allez vous heurter à la politique monétaire européenne, ça a été évoqué par Sandrine Rousseau, c'est un point d'accord, aux objectifs de la Banque Centrale Européenne, c'est inscrit dans les traités, l'indépendance, le fait que sa politique économique doit avoir comme objectif principal la lutte contre l'inflation et pas la lutte contre le chômage, par exemple. Et puis vous allez vous heurter aux règles semestre européen, règle des 3%,
qui sont des règles qui on va vous dire attention, là vous allez dépasser les processus et les procédures de déficit qui sont limitées aujourd'hui. Si vous voulez avoir une politique de lutte contre les paradis fiscaux, de lutte contre le dumping fiscal pour faire en sorte que finalement on puisse décider de la mise à contribution des entreprises et pas être soumis à un chantage permanent qui si vous augmentez l'impôt sur telle société, nous on va partir à côté, etc. Donc si vous voulez avoir cette lutte contre le dumping fiscal, là vous allez vous heurter au fait que d'abord l'harmonisation fiscale en Europe est interdite par les traités européens. Vous allez vous heurter au fait que les règles européennes interdisent de prendre des sanctions commerciales, des sanctions économiques contre d'autres États membres. Si vous voulez lutter contre le dumping social, le même raisonnement, c'est-à-dire protéger nos emplois, éviter d'être dans un chantage permanent sur il faut baisser les salaires parce que sinon on va délocaliser l'entreprise à côté ou à l'autre bout du monde. Si vous voulez avoir une politique d'harmonisation sociale, pareil, vous allez vous heurter à l'interdiction des politiques d'harmonisation sociale dans les traités européens et vous allez vous heurter à un certain nombre de dispositifs, un qu'on connaît bien, la directive sur le travail détaché, qui est un outil, une vanne à dumping social. Si vous voulez mettre en place une agriculture écologique, biologique, paysanne, lutter contre les pesticides, vous allez vous heurter à une difficulté, c'est la politique agricole commune qui, pour l'instant, et ça sera, je pense, aussi un point d'accord, va pas du tout dans ce sens-là. La point de divergence, par contre, si vous voulez mettre en place, c'est dans notre programme, dans nos propositions, sortir de l'OTAN, pour dire qu'on ne doit pas être aligné sur la politique impérialiste des États-Unis d'Amérique, alors vous allez vous heurter à une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, après je ne sais pas si c'est un point de désaccord, on verra, l'Europe de la défense telle qu'elle est proposée, préparée, telle qu'elle avance au sein des institutions européennes, elle est accolée à l'OTAN, puisque tous les textes sur lesquels on est amené à voter au Parlement européen sur l'Europe de la défense inscrivent l'Europe de la défense dans un partenariat étroit avec l'OTAN. Mon point de désaccord après, c'est que la question de la défense, la question de la politique extérieure, elle doit être intimement liée à la question de la souveraineté. Et tant qu'il n'existe pas, en tout cas, de réelle souveraineté européenne, il me paraît extrêmement dangereux de dire que ces aspects-là, ces aspects de défense, de sécurité, de politique extérieure, vont être confiés à une institution qui ne répond pas aux règles d'une souveraineté dans laquelle on peut décider collectivement de quels sont nos objectifs en matière internationaux, quels sont nos objectifs en matière de défense. Mais peut-être qu'on pourra préciser ce point de débat entre nous. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long sur le constat. Moi, j'ai essayé pour l'instant de dire quels sont, à mon avis, les points de difficulté. Et je préfère garder un peu plus de temps pour être un peu plus long sur la partie. Maintenant, comment on fait face à ces verrous pour essayer de les lever, pour faire en sorte, et encore une fois j'insiste là-dessus, pour faire en sorte tout simplement que le programme sur lequel on a été élu, sur lequel le peuple français décide de voter pour nous, puisse tout simplement s'appliquer. Peut-être dire, non, je le dirai dans un deuxième temps, donc je m'arrête là et je redonne la parole à Sandrine. Merci beaucoup Manu, et pour essayer d'avoir un échange vivant, non seulement je vais redonner la parole à Sandrine pour qu'elle nous parle de comment justement dépasser les blocages qu'elle a identifiés. On a vu qu'il y a un certain nombre sur lesquels nous sommes d'accord, d'autres sur lesquels nous avons des nuances. Un de ceux-là est la question de l'Europe de la défense. Et derrière, en creux, quand même, la question de la souveraineté européenne. Donc, ce serait intéressant que tu commences peut-être par répondre par ça, et qu'ensuite t'enchaînes sur les blocages. Ça donnera l'occasion aussi à Manu de réagir de nouveau. Comme ça, on fait vraiment un dialogue vivant entre vous deux. Merci à toi. Alors, sur l'Europe de la défense, moi je suis d'accord sur le fait qu'elle ne doit pas être adossée à l'OTAN. Et je pense d'ailleurs que la France devrait assez rapidement sortir du commandement de l'OTAN. Ce que je pense par contre, c'est qu'on doit avancer dans l'Europe de la défense. C'est-à-dire qu'en fait,
on peut pas faire des défenses qui soient nationales. Enfin, disons qu'il faut garder des défenses qui soient nationales, mais on doit absolument avancer vers une Europe, vers une défense européenne. Et notamment parce qu'une fois qu'on aura une défense européenne, on aura aussi une politique étrangère européenne, et du coup, ça nous permettra d'avoir une voix. Mais pour ça, on ne peut pas le faire non plus sans une réforme démocratique. Et je regrette vraiment que tu en aies pas parlé, parce que pour moi, elle est fondamentale, la réforme démocratique de l'Europe. C'est-à-dire que si on veut une Europe de la défense, il nous faut absolument une démocratie européenne, quoi. Et une démocratie européenne qui soit, qui permette vraiment de contrôler la politique étrangère qui est menée. Et donc là, c'est un peu la question, mais je pense que c'est une question, en fait, enfin pour moi, la question fondamentale, elle est là entre nous, hein, c'est que est-ce qu'on est prêt à aller vers une Europe démocratique? Est-ce qu'on est prêt à construire une politique européenne indépendante des États-nations? Et la réponse à ça, en fait, elle est déterminante, parce que si on répond non, on ne peut pas faire une Europe démocratique en dehors des États-nations. Alors, on ne peut pas non plus continuer dans une monnaie unique, par exemple. Parce que pour qu'une monnaie ait une dimension politique, il nous faut une démocratie. Et donc en fait c'est une question sur laquelle il nous faut vraiment échanger, parce que je crois que là-dessus peut-être que nous avons des divergences, mais pareil sur la question de défense et de politique étrangère, c'est qu'il n'y a pas de défense et de politique étrangère qui soit une somme de positionnement des États. Il y a forcément une politique, une construction démocratique à avoir. Et donc pour moi, une des questions centrales, et ça rejoint les questions sur l'OTAN, c'est qu'il nous faut une révision de la manière dont fonctionne la Commission européenne et dont est désignée et élue la présidente de la Commission européenne aujourd'hui, qui est Ursula von der Leyen, et qui est une nomination, alors qu'on ne peut pas avoir quelqu'un de nommé qui a un rôle aussi important et aussi structurant dans les politiques extérieures comme intérieures de l'Union européenne. Et pour ça, moi je pense qu'il y a aussi quelque chose à travailler de l'ordre de nos élections nationales. Alors en fait le truc c'est que pour l'instant on a oui. Je vois la tête de Manon, ne t'inquiète pas Manon. on a ce truc bipolaire. Ça marche pas. Je fais ma blague après. Non, fais ta blague. Tiens, regarde. Non, tu sais, nous, on veut changer beaucoup d'élections. Hein. À commencer par celle présidentielle. Ça tombe bien, moi aussi. Donc on a le Parlement européen, on a la Commission européenne, et la Commission européenne, ce sont des commissaires qui sont nommés par les États, et cette présidence de la Commission qui est nommée. Moi je pense qu'on a quelque chose à travailler sur nos élections nationales, puisqu'en fait le truc c'est qu'il nous faut réussir à dégager des majorités au sein de la Commission européenne, et il nous faut que la présidence de la Commission européenne soit issue du Parlement. C'est-à-dire qu'en fait il faut que le Parlement, c'est-à-dire le suffrage direct, nous permette de contrôler la personne qui ira à la Commission. Mais pour ça, il nous faut faire des alliances d'États. Et aujourd'hui, ça n'est pas possible parce que nos élections nationales sont décalées. Donc en fait, ce qui est issu du national, c'est-à-dire ces commissaires qui sont issus du national, eh bien on ne contrôle pas quelles sont les alliances au sein de l'Europe que l'on pourrait créer. Et c'est pour ça que moi je voudrais que l'on constitue une espèce de noyau dur au sein de l'Union européenne, qui ne soit pas un couple franco-allemand, mais qui soit un consortium de 6-7 États et des États proches de nous, pour que l'on puisse se coordonner et peser au sein de la Commission, de sorte qu'on puisse avoir une double majorité, et au Parlement et à la Commission, avec une désignation de la présidence de la Commission issue du Parlement. Voilà. Alors ensuite, il y avait autre chose sur ce que tu as... Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir, mais évidemment, il faudrait en discuter beaucoup plus longtemps, mais deux choses qui me semblent très importantes, c'est que là, je crois qu'il est vraiment très important aujourd'hui d'affirmer que oui, il nous faut un protectionnisme européen. Un protectionnisme fort, un protectionnisme écologique et social. Un protectionnisme qui nous permette de ne pas être envahis de produits qui, notamment en matière agricole, utilisent des produits qui sont interdits en Europe, des rendements et des méthodes de culture qui sont totalement interdites en Europe, et qui finalement
contraignent l'Europe contraignent l'Europe. Disons que la seule réponse de l'Europe face à cela, c'est la politique agricole commune. Ça nous envoie dans le mur et c'est absolument pas possible. Et dans le cadre d'une relocalisation de notre économie, dans le cadre d'une autonomie de notre continent sur les questions économiques, sur ce que l'on consomme et ce que l'on produit, on doit absolument, mais vraiment absolument, affirmer que oui, il nous faut un protectionnisme européen. Le mot protectionnisme n'est pas un gros mot, au contraire, c'est un mot qui protège les entreprises de l'Europe. Et il faut sortir de cette idée que seul le commerce nous permet d'obtenir la paix. Ça n'est pas vrai. Le protectionnisme nous permet de nous protéger, nous, mais aussi de protéger la planète. Et vraiment, là, on en a ultra besoin. Alors, l'autre chose sur laquelle je voudrais un peu insister, c'est la question fiscale, parce que ça, on n'en a pas trop parlé dans les constats, mais pour moi, il y a un enjeu de la fiscalité, d'une réforme fiscale au sein de l'Union européenne. Cette réforme fiscale, elle prend plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est déjà une fiscalité sur les entreprises, et notamment sur les entreprises multinationales, qui ont au moins qui interviennent dans plusieurs des pays de l'Union européenne et dans le monde. Parce que le dumping auquel on a le plus assisté et dont on souffre le plus aujourd'hui, c'est le dumping sur l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés s'est effondré totalement et que par ailleurs on n'a pas lutté efficacement contre les paradis fiscaux, ce qui fait qu'on a à la fois une chute de l'impôt sur les sociétés, une évasion fiscale vers les paradis fiscaux, et ça vraiment pour reprendre le pouvoir sur les entreprises et pour réaffirmer la prédominance du politique sur l'activité économique, il nous faut absolument une réforme fiscale d'ampleur en Europe. L'autre chose, c'est qu'on a, et ça pour moi ça fait partie vraiment de la perte d'une bataille culturelle énorme, c'est l'impôt sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières. On a là-dessus, ça s'est passé pendant que Hollande était président de la République, bien. Ça s'est continué après, hein, mais... Et là, mais on a perdu quelque chose qui était essentiel. Le contrôle des marchés financiers, quand on est de gauche, c'est absolument déterminant. Absolument déterminant. Et on ne peut pas se soumettre à la finance internationale. On ne peut pas soumettre le politique à la finance internationale. Mettre une taxe sur les transactions financières, c'est à la fois faire des recettes fiscales au sein de l'Union européenne, c'est aussi contrôler le trading de haute fréquence et l'ensemble des marchés financiers. Et ça fait partie de la bataille culturelle que l'on doit remettre dans le débat politique. Il nous faut de la fiscalité sur les entreprises, du contrôle de ces entreprises, du protectionnisme et du contrôle des marchés financiers, y compris pour notre dette. Pour être indépendant sur notre dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre dette, la dette de la France, comme les dettes qui sont contractées au niveau européen, sont dans les mains de créanciers. C'est-à-dire que dès lors qu'on finance la dette par de l'emprunt, ce sont des créanciers des créanciers qui sont sur les marchés internationaux, sur les marchés financiers internationaux. Pour retrouver de la souveraineté, il nous faut reprendre la maîtrise de la dette. Et pour reprendre la maîtrise de la dette, eh bien, il nous faut contrôler les marchés financiers et émettre des titres de dette que l'on puisse acheter nous-mêmes, citoyens, pour ne pas dépendre des politiques internationales de concurrence. Alors, comme je peux continuer, je termine sur un autre truc. Puis après, je laisse la parole. C'est la question du carbone. Et ça, alors là-dessus, je vais être un peu, comment je peux dire ça ouais, je vais sans doute casser un peu l'ambiance, mais c'est un truc que je fais souvent. Je casse l'ambiance. Le carbone. Alors là, on a le rapport du GIEC est sans appel, c'est-à-dire qu'on a 10 ans pour changer de cap. 10 ans. Pour changer de cap en 10 ans, ça veut dire qu'on a 5 ans de politique publique. C'est-à-dire qu'en 5 ans, là, il faut qu'on change radicalement notre manière de consommer, notre manière de produire et les émissions de carbone que l'on fait. C'est un défi énorme, énorme. Et donc, il va nous falloir du courage politique pour faire ça. Et le courage politique, il n'y a pas 36 solutions de le faire dans le monde dans lequel on est. C'est qu'aujourd'hui, la chose qui nous met le plus en danger, la chose qui vraiment nous emmène dans le mur, à vitesse grand V, qui menace la survie même de nos enfants sur cette planète, ça s'appelle le carbone. Aujourd'hui, émettre du carbone est complètement libre et quasiment complètement gratuit. Donc, la mesure à prendre,
une des premières mesures à prendre, si vraiment on prend au sérieux la question du réchauffement climatique, et on a vu cet été qu'on avait intérêt à le prendre au sérieux, eh bien, c'est de mettre un prix au carbone. Et en tant qu'économiste, je vous le dis, le prix optimal du carbone à obtenir en 5 ans, c'est entre 200 et 250 € la tonne. Ça s'adresse aux entreprises. Ça fait aussi des recettes fiscales. Dès lors que vous mettez le prix du carbone à 250 € la tonne, vous récupérez de l'argent que vous pouvez investir pour accompagner les entreprises dans la transformation et surtout faire de la redistribution vers les ménages les plus précaires. Mais ça, il ne va pas falloir transiger. Là, il n'y a pas de question de marché, il n'y a pas de question de libéralisme. Il nous faut une intervention massive au niveau européen pour mettre la tonne à 250 €. C'est pas agréable, mais il va falloir le faire. Merci beaucoup Sandrine. Je repasse directement la parole à Manu. N'hésite pas, Manu, si tu veux répondre à Sandrine. J'entendais un peu de bruissement, j'attendais que le bruissement s'arrête. Ce que je propose aussi, si ça vous va, y compris parce que vous avez été assez rapide, faire un 3e tour, notamment parce que je pense qu'on peut ensuite aller à l'étape d'après sur, du coup, comment on fait concrètement, parce que tu nous as dessiné un certain nombre de sujets sur lesquels il faut du changement, mais sans forcément nous dire comment on l'obtient, ce changement. Donc, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Je vais redonner la parole à Manu, et donc on fera un 3e tour de parole ensuite. Oui, merci Manon. D'abord, bon, tu as raison, dans les blocages que j'ai identifiés, j'ai peu parlé de la question démocratique, notamment parce que je me suis inscrit dans la perspective de savoir comment on fait pour mettre en œuvre un programme après une prise du pouvoir dans un État national. Bien évidemment, il y a une réflexion, une bataille à mener pour une révision des traités européens dans lequel la dimension démocratique, elle est centrale. C'est clair. Mais attendre, par exemple, et ça c'est un point, je ne sais pas si c'est un point de désaccord ou de débat entre nous, mais c'est un point de débat ou de désaccord qu'a existé à gauche sur l'approche vis-à-vis des institutions européennes, et attendre d'avoir en quelque sorte une majorité au Parlement européen pour changer l'Europe de l'intérieur me paraît être une option qui est une option illusoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à faire céder la chaîne dans un État-nation, dans un pays, en gagnant les élections dans un pays, pour ensuite avoir les marges de manœuvre, les leviers pour essayer de transformer les institutions, de remettre en cause les traités et de débloquer les leviers dont j'ai parlé. De ce point de vue-là, je le disais, la perspective, c'est comment on fait primer, c'est ce qu'on pourrait appeler la solution démocratique, c'est comment on fait primer notre programme. Il faut le faire, je crois, en utilisant l'ensemble des leviers qui sont possibles et en tenant compte quand même de la place spécifique, particulière que peut avoir la France au sein des institutions européennes, une place démographique particulière, une place historique particulière, une place économique particulière, une place politique particulière. Bref, on a des armes à la main, si je peux utiliser la métaphore militaire. On va éviter de l'utiliser d'ailleurs, on va dire, on a des leviers pour essayer de faire changer les choses. À mon avis, il faut pour ça partir sur le fait d'utiliser tous les leviers. Je disais prendre en compte et tenir compte de la place spécifique de la France, tenir compte aussi du contexte particulier dans lequel on est. Parce que le contexte, il a à la fois, mais c'est vrai sur les questions européennes d'ailleurs, comme c'est vrai sur toutes les questions. La crise sanitaire, elle a à la fois fait avancer un certain nombre de batailles idéologiques, elle recèle en son sein, j'ai envie de dire, des facteurs d'opportunité pour changer les choses. Hein, on a gagné des batailles idéologiques dans cette période sur la nécessité d'avoir une souveraineté industrielle, sur la nécessité que c'est important d'avoir des services publics. Bon, mais après il y a un facteur de risque aussi parce que ça se traduit par des restrictions de liberté, par parfois des tentations, des solutions autoritaires, etc. Bah c'est pareil au niveau européen. La crise du Covid, elle a créé à la fois des opportunités et des risques. Les opportunités, c'est qu'un certain nombre de règles absurdes que nous dénoncions. Et Sandrine en a dénoncé un certain nombre également, que nous dénoncions sur le fonctionnement des institutions européennes, elles ont tout simplement été levées pendant la période de la crise sanitaire parce qu'ils se sont tout simplement rendus compte qu'elles tenaient pas la route.
que vous pouviez pas continuer alors que vous aviez besoin d'aider le tissu économique avec une interdiction des aides d'État qui était totalement absurde, que vous pouviez pas alors que vous aviez besoin d'injecter massivement de l'argent public dans l'économie, continuer avec une règle de limitation des déficits qui était absurde, pour prendre ces deux exemples-là. Donc, à la fois, il y a un facteur d'opportunité parce que le contexte a montré qu'il était possible de lever ces règles. À la fois, il y a un facteur de risque parce que, bien évidemment, ils veulent tout de suite dire c'était une parenthèse, il faut qu'on la referme, on va remettre les règles en place, etc. Mais donc, il y a cet élément de contexte. Il y a un deuxième élément de contexte, on l'a évoqué hier aussi, c'est que, vous savez, tous les 6 mois, il y a la présidence de l'Union européenne et à partir du mois de janvier prochain, c'est la France qui va occuper la présidence de l'Union européenne. Alors, c'est une position essentiellement symbolique, mais quand on veut avoir un rapport de force, quand on veut être à l'origine de ce rapport de force, c'est important d'avoir une position symbolique pour le faire. Troisième élément, en Europe vient d'être institué au sein de l'Union européenne un processus qui s'appelle la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors honnêtement, c'est une conférence à laquelle nous croyons assez peu, je ne vais pas vous le cacher, qui ressemble à encore une nouvel exercice de communication pour dire qu'on va écouter les citoyens européens pour voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc franchement, on va pas se raconter d'histoire. C'est pas de la conférence de l'avenir de l'Europe que va arriver la révolution européenne. Hein. Néanmoins, ce truc existe. Il est inscrit dans le cadre de cette conférence qu'elle peut aller jusqu'à la modification de traités. Donc ça peut être une opportunité qu'on peut chercher aussi à utiliser. Ça, c'est pour donner des éléments de contexte. Ensuite, quels sont les leviers dont on parlait tout à l'heure? Je pense qu'il faut d'abord, et ça, je ne sais pas si ça sera un point d'accord ou pas, sortir de l'idée qu'on va pouvoir faire ça, appliquer notre programme, d'une manière purement, j'ai envie de dire, douce, légaliste, respectueuse, en étant les gentils et les bons élèves des institutions européennes. Voilà, ça, on ne pourra pas. Donc nécessairement, excusez-moi l'expression, il faut assumer une politique qui va brutaliser les institutions européennes. Et cette politique, elle peut s'appuyer sur... Cette politique, elle peut s'appuyer sur plusieurs outils. Premier outil, l'outil de la conflictualité. L'outil de la conflictualité, et je vous montrerai après qu'il ne faut pas croire que personne ne le fait en fait. Parce qu'en fait, pour l'instant, les seuls bons élèves des institutions européennes, c'est à peu près nous, quoi. Hein. Tous les autres, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et encore, vous verrez que même nous, on est bons élèves sur les sujets sur lesquels Macron a envie d'être bons élèves et on est mauvais élèves sur les autres. Donc, il faut assumer une politique de conflictualité. Ça veut dire, il y a certaines décisions au niveau européen où il faut que ça soit ratifié à l'unanimité du Conseil. Donc, on a un pouvoir de veto. Pourquoi on ne l'utilise pas? Premièrement, on peut l'utiliser. Deuxièmement, on a des outils. Quand on contribue au budget de l'Union européenne, ça veut dire qu'on a un outil central, c'est qu'on a une contribution à ce budget. Et que donc vous avez un rapport de force, puisque vous payez chaque année. Et vous pouvez dire à un moment, si ça bouge pas, bah moi je paye plus. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on finance un budget de l'Union européenne pour mettre en œuvre ensuite des politiques qui vont être contraires à celles pour laquelle on a été élu pour venir au pouvoir. Vous pouvez même, parce qu'il y a une procédure budgétaire, un cadre financier pluriannuel, régulièrement, vous pouvez même menacer tout simplement de bloquer le budget, parce que s'il n'y a pas de budget, il n'y a plus d'Europe. Donc vous pouvez avoir ce poids, ce levier. Je ne dis pas que c'est ce qu'on veut obtenir, je dis juste que c'est des armes, des outils qu'on peut utiliser pour dire maintenant ça doit bouger parce qu'on n'est pas d'accord pour que ça continue comme ça. Vous pouvez créer aussi, et ça a été toujours le cas dans l'histoire de l'Union européenne, vous pouvez aussi créer sur certains sujets des coopérations où on n'est pas forcément l'ensemble des États membres. Vous pouvez créer des coopérations renforcées à plusieurs parce qu'on dit sur tel sujet on a envie d'avancer ensemble. Ça existe déjà. L'Europe aujourd'hui elle est à plusieurs vitesses. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc premier aspect à mon avis la dimension de la conflictualité. Deuxième aspect la dimension de la désobéissance ou du refus d'appliquer un certain nombre de règles à partir du moment où elles ne nous conviennent pas. C'est le refus unilatéral, on décide que telle et telle règle ne s'applique pas tout simplement. Exemple, nous on arrive au pouvoir, la directive sur le travail détaché ne s'appliquera pas en France. Voilà. C'est la possibilité aussi de négocier la sortie sur certains programmes ou sur certains sujets, c'est ce qu'on appelle l'opt-out. Ça existe déjà, pareil je vous donnerai des exemples.
l'opt-out, il y a un certain nombre de pays qui ont déjà recours à cet opt-out. C'est la possibilité de mener aussi des batailles juridiques, d'interprétation, de mise en concurrence, pour utiliser leur terme, puisqu'ils l'aiment beaucoup, de mise en concurrence entre certaines directives européennes et certains objectifs qui sont aussi affichés dans des règles européennes. Quand on dit qu'il y a un objectif de protection du climat et de l'environnement et qu'en même temps on oblige à la libéralisation du secteur du transport ou au refus du protectionnisme, il y a des contradictions juridiques ou politiques qu'on peut interroger aussi. Donc c'est une bataille aussi d'interprétation, une bataille de rapport de force juridique. Et puis après, il y a une arme très forte aussi qui est utilisée en Europe par l'Allemagne notamment, c'est que dans les traités européens, il est inscrit que l'Union européenne doit respecter l'identité constitutionnelle des États membres. Or, vous savez que dans notre programme, au cœur de notre programme, il y a l'idée d'une constituante pour une 6e République. Et donc en donnant une valeur constitutionnelle à un certain nombre de principes fondamentaux, écologiques, sociaux, vous pourrez ensuite, ce que fait l'Allemagne, sur certains sujets, elle dit, bah non, notre constitution nous empêche de faire ça, désolé. Eh ben, pourquoi nous on le ferait pas dans la constituante, d'inscrire dans la constituante un certain nombre de choses. Donc voilà, ça c'est pour donner aussi des possibilités de tout simplement ne pas appliquer certaines règles, de désobéir sur certaines règles. Je vous disais, parce que souvent quand vous dites ça, vous dites ah c'est compliqué, ça a l'air violent ce que vous proposez, etc. Non, c'est appliqué déjà à de multiples reprises, les deux, hein, les rapports de force comme les désobéissances. Les rapports de force, bon, le général de Gaulle c'est pas trop notre référence politique, mais quand il fait la politique de la chaise vide, bah à la fin il gagne des choses. C'était contre l'unanimité au sein du Conseil. Je dis pas qu'on était d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet. Je dis juste que sa méthode, sa stratégie, elle a fonctionné. Thatcher, elle a réussi à obtenir des choses. Elle a obtenu des rabais, des contributions budgétaires. Pareil, je dis pas que c'est notre référence. Quand récemment, dans le cadre du plan de relance, là, il y a quelques mois, il y a eu des débats en même temps que le plan de relance pour la mise en œuvre d'un mécanisme de respect de l'état de droit. Vous savez, ça concernait un certain nombre de pays, la Hongrie, la Pologne, qui mettent en place des dispositions ignobles d'abord d'inégalité, de chasse contre l'homosexualité, de remise en cause de la justice, de remise en cause de la liberté de la presse, etc. Et il y avait la volonté au niveau européen d'avoir un mécanisme d'état de droit qui dit ah bah ça on peut sanctionner les États s'ils mettent en place un certain nombre de choses comme ça. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, la Hongrie, la Pologne? Ils ont dit, bah nous, on va mettre veto sur ce sujet. Et à la fin, ils ont cédé parce que c'est un rapport de force, mais ils ont obtenu un affaiblissement très important de ce mécanisme état de droit. Donc, je veux dire, ça existe, ça. Et à un moment, il faudra qu'on se pose la question de savoir pourquoi il n'y a que la droite ou la droite extrême qui a le droit d'utiliser des mécanismes de rapport de force au sein de l'Union européenne, et que nous, on devrait être les gentils élèves, les BA qui vont respecter les textes à la lettre. Eux, ils font ça. Pareil, et c'est pas vrai que sur les questions d'état de droit, sur les questions économiques, c'est vrai aussi. Quand il y a eu le plan de relance, les Pays-Bas, ils ont dit, bah nous, on va pas payer pour les autres. Donc, s'il y a un plan de relance, il y a des contreparties austéritaires au plan de relance. Et ils se sont battus, ils ont menacé de bloquer. Vous vous rappelez de cette nuit, là, des négociations qui devaient durer une nuit, qui en avait duré 3, parce que les Pays-Bas, ils ont pas bougé. Ils ont dit, bah non, ça va changer. Alors, à la fin, il y a eu un plan de relance, mais ils ont obtenu des contreparties austéritaires, et puis ils ont obtenu de nouveaux rabais sur leurs contributions budgétaires pour payer moins. Voilà. Et après, Macron est venu sur les plateaux de télévision pour dire que c'était génial, que c'était un événement historique, alors qu'en fait, on avait encore augmenté les rabais de la contribution d'un certain nombre d'États. Les rabais, c'est que normalement, chacun contribue à la hauteur de son poids économique au budget de l'Union européenne, sauf qu'il y a certains pays qui ont obtenu une réduction, quoi. Oui, ils ont une réduction. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus pour l'obtenir, tout simplement. Donc ça existe, les mécanismes de rapport de force. J'ai parlé, menace de veto, politique de la chaise vide, minorité de blocage. Par exemple, sur le travail détaché, à chaque fois qu'il y a une révision ou une tentative de révision de la directive sur le travail détaché, il y a un certain nombre de pays d'Europe de l'Est qui font minorité de blocage. Non, on bouge pas parce que ça les arrange. Voilà. La désobéissance aussi, ça existe. On peut donner quelques exemples. L'Allemagne, encore. C'est pour montrer que l'Allemagne, dont on dit aussi qu'elle est soi-disant le meilleur élève, etc., vous inquiétez pas, elle s'embête pas, elle. Quand la Commission dit on va privatiser les barrages hydroélectriques, l'Allemagne, elle organise la sortie du secteur hydroélectrique du champ de la concurrence. Et nous, Macron demande et organise la fin des concessions et la privatisation des barrages. Donc,
Quand l'Allemagne, je le disais tout à l'heure, elle a pas de problème à utiliser la cour de Karlsruhe, qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel français, pour dire bah non, ça sera pas compatible avec notre constitution. Désolé, on peut pas signer, parce que si on signe, on va se faire taper sur les doigts par notre cour constitutionnelle. L'Allemagne, elle a obtenu récemment la validation d'une aide d'État de 200 millions d'euros pour investir dans le fret ferroviaire, au nom du fait que, bah, ok, c'est une aide d'État, mais comme ça va dans le sens de la transition écologique, bah, on a le droit de le faire. Et même la France, ce que disait Manon tout à l'heure, parce qu'elle a raison, même la France n'applique pas tout. Hein, la France, elle n'applique pas les directives sur la qualité de l'air, par exemple. Ça l'embête pas. Donc vous voyez, elle est capable de désobéir sur certains sujets, mais bizarrement pas sur ceux qui permettent de faire progresser le combat écologique, le combat social, etc. Donc voilà, ça donne quelques éléments. Alors, après, je sais pas si j'ai encore un peu de temps ou si tu veux qu'on fasse un... Je reviendrai et je dirai dans une dernière partie, si vous voulez bien, parce que souvent on dit, bah oui, mais si vous désobéissez, vous allez avoir des sanctions, il va y avoir des conséquences, comment vous allez faire face à ça. Et je vous aimerais bien vous donner quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Voilà. Merci Manu. Merci Manu. Du coup, je pense que c'est un bon trait d'union pour t'entendre, Sandrine. On parlait tout à l'heure d'un certain nombre de points d'accord. Alors, on a identifié ce sur quoi il y avait des nuances, mais maintenant, sur tous les sujets sur lesquels tu nous as parlé, y compris sur des sujets aussi compliqués que la politique monétaire ou même la politique de la défense, si tu penses qu'il y a une souveraineté européenne, qu'il doit y avoir une réforme démocratique, la vraie question qu'on se pose, c'est comment faire. Manu a présenté une méthode qui est la nôtre, qui repose sur ces deux piliers du rapport de force et de la désobéissance. Quelle est celle que toi tu proposes à la fois dans le cadre de la primaire ELV et si tu es candidate à la présidentielle, pour la présidentielle? C'est ce que tu veux faire, non? Carrément. Je laisse le suspense s'installer. Alors, comment je peux formuler ça? Je pense que je suis d'accord avec à peu près tout sauf un truc. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faille du rapport de force et je suis d'accord avec l'idée qu'il faille de la désobéissance. Si je me trompe pas, c'était les deux points de Manu. Mais je suis pas d'accord pour qu'on le fasse seul. C'est-à-dire que moi, je pense que si la France rentre dans un rapport de force et dans une désobéissance seule, eh bien, en fait, la seule question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on sort? Et moi, je pense que ce que l'on doit créer est notre responsabilité. Excusez-moi. Juste, on a mis en place une règle hier qui était pas mal, je pense, on va la remettre en place. Sandrine nous fait l'amitié de venir ici dans des terres pas conquises d'avance. Donc on va faire un principe assez simple, c'est que vous la laissiez parler, que vous commentiez pas, et peut-être on va même faire un autre principe d'équité qu'on a mis en place hier qui était pas mal, c'est que on ne le joue pas à l'applaudimètre, c'est pas celui qui le fait le plus applaudir, on a un vrai débat de fond qui est passionnant, et donc essayons de faire en sorte qu'il se passe le mieux possible, et donc ça vaut pour Manu, laissez-le parler aussi jusqu'au bout, et comme ça on fait pas un applaudimètre, mais on a un vrai débat de fond. Excuse-moi Sandrine, à toi. Mais vous avez le droit d'applaudir à la fin des interventions. Donc je redis quand même ce qui vous avait fait applaudir, c'est que je suis d'accord pour le rapport de force et je suis d'accord pour la désobéissance. Et ça, c'est quand même un principe que je pose ici sur la table. Je suis d'accord avec ça. Parce que je pense qu'en effet, si on ne va pas vers la désobéissance et si on ne va pas vers le rapport de force, alors on n'obtiendra jamais de mesures d'ampleur qui nous permettent de changer de trajectoire et pour ma part de sauver l'Europe parce que ça fait partie de mes objectifs. La deuxième chose, c'est que par contre je suis pas d'accord pour le faire seul parce que je pense que si on le fait seul, alors on se pose dans une position qui potentiellement est dangereuse, qui est de dire c'est moi qui obtiens la chose et donc soit je l'obtiens et c'est bien, soit je l'obtiens pas et je sors, et ça pour moi ça n'est pas la manière que je souhaite ça n'est pas de cette manière-là que je souhaite mener le rapport de force. Par contre, je pense que l'on a tout intérêt à créer une coalition au sein de l'Europe. Et c'est ça que l'on n'a jamais fait. Et moi, dans les reproches que j'adresse à François Hollande quand il était président de la République, il y en a plusieurs, mais
dans le reproche que je lui fais, c'est que dès qu'il est élu président de la République, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va voir Angela Merkel pour le rassurer sur le couple franco-allemand. Moi, je pense qu'on n'est plus dans le couple franco-allemand en Europe. Je pense que l'on doit s'accorder avec quelques pays au sein de l'Union européenne pour mener ce rapport de force. Parce que si vous dites on désobéit à plusieurs, c'est pas la même chose que de désobéir tout seul. Et ça donne beaucoup plus de poids sur le fait qu'on renégocie les traités derrière. Et là, c'est l'autre point d'accord que j'ai avec vous. Oui, il faut renégocier les traités, mais il faut les renégocier en étant sûr que le rapport de force nous emmène dans la bonne direction. Et ça, on ne le fait pas seul. On ne le fait pas seul. Et quand tu cites Thatcher, mais pour moi, Thatcher, c'est horrible ce qu'elle a fait. C'est horrible. C'est-à-dire qu'elle a utilisé l'Europe pour à la fois moins financer l'Europe et libéraliser complètement son économie. C'est exactement ce qu'il ne nous faut pas faire. Voilà. J'ai pas entendu que vous aviez applaudi, d'accord ? Je vais compter les points pour le respect des règles. Je suis David Pujadas ou pas, hein. Pardon ? Je suis David Pujadas ou pas, hein. Non mais pas David Pujadas. On a pris exemple des pires commentateurs. Pardon, vas-y, je te laisse continuer. L'autre chose, c'est qu'en effet, pour l'instant, la France a désobéi à l'Europe, mais elle a désobéi sur le pire, et elle est en train de désobéir encore aujourd'hui sur le pire, en fait. Et la stratégie, et moi, je trouve que la stratégie de la France en Europe est vraiment, non seulement n'est pas à la hauteur, mais nous met en danger. Sur quoi elle désobéit, la France, aujourd'hui, à l'Union européenne ? Elle désobéit sur les objectifs climatiques, sur les objectifs de pollution de l'air, et sur les libertés publiques. C'est-à-dire que la seule décision du Conseil d'État contre l'Union européenne et contre la décision de l'Union européenne, c'était un rappel de la Cour de justice européenne pour dire attention, votre état d'urgence est dangereux, vous ne pouvez pas surveiller les citoyens et citoyennes de manière indéfinie comme ça, et vous ne pouvez pas capter toutes les données personnelles des citoyens et citoyennes, et c'est là-dessus que nous on désobéit. Franchement, c'est la honte, quoi. J'ai pas entendu, je n'entends rien. Et donc, en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? Si on désobéit sur les libertés individuelles, eh bien, la réalité, c'est qu'on donne du poids à la Hongrie le jour où elle désobéit sur le droit des minorités. Et que ça, c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Donc, oui pour désobéir, et oui pour renégocier les traités, et oui pour le rapport de force. La seule chose qui est différente entre vous et moi, mais je suis sûre qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente, c'est vraiment jamais seul. Jamais seul. Ça tombe bien, c'était la fin, vous avez le droit de l'applaudir. Bon, si vous me permettez, je vais repasser la parole à Manu, qui je pense aura de quoi répondre, y compris pour lever des incompréhensions potentielles sur le fait de est-ce qu'on le fait seul ou non, est-ce qu'on est prêt à créer des coalitions et comment on le fait, est-ce que vraiment Thatcher c'est notre modèle ? Alors, je pense que c'est bien parce que petit à petit on cerne peut-être les points du débat et ça permet de préciser les points sur lesquels il y a éventuellement accord et les points sur lesquels il y a encore à discuter, on va dire, plutôt que de dire qu'il y a des accords. D'abord, bien sûr, j'ai parlé de la méthode de Thatcher, j'ai parlé de la méthode de De Gaulle. Je pense que tout le monde a bien compris que je proposais pas de libéraliser l'ensemble de l'économie et de mettre en place le néolibéralisme à la Thatcher. J'ai parlé de méthode pour dire que juste, je trouve que c'est pas absurde de regarder comment font nos adversaires pour arriver à mettre au point et à réussir leurs objectifs. Et je trouve que c'est parfois un peu naïf de notre part de considérer que parce qu'ils le font au nom d'objectifs qu'on partage pas, leur méthode serait invalidée par principe, quoi. Non mais attends, on parle pas de naïveté. Je veux dire, c'est une question de politique, c'est une question de stratégie politique, c'est pas une question de naïveté. Et vraiment là-dessus, voilà, on peut avoir une stratégie politique différente, mais juste c'est pas naïf, quoi. Ah non, mais je te dis pas que toi, ce que tu dis est naïf. Je dis que il me semble que c'est pas parce que Thatcher utilise une méthode pour mettre en place une politique qu'on désapprouve qu'on peut pas regarder si dans sa méthode il n'y a pas des choses qu'on peut comprendre et qui nous aident à comprendre la question des rapports de force, c'est tout. Premièrement. Deuxièmement, je veux juste préciser là-dessus, moi j'ai jamais dit que notre objectif était de faire de la désobéissance ou du rapport de force seul. Si on est en capacité et s'il est possible de construire des coalitions pour le faire ensemble, à plusieurs,
puisque dans un rapport de force, de toute façon, l'objectif c'est de faire bouger les lignes. Pour faire bouger les lignes, c'est plus simple si on est au nombreux pour le faire. Le point qui reste, parce que il faut pas dire s'il y a un point de désaccord, c'est pas grave, on a le droit. Le point qui reste, et là par contre je pense que je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis jamais seul. Parce que moi je préfère qu'on le fasse à plusieurs, mais je pense qu'on a besoin de montrer que sur certains sujets on est capable de le faire seul pour convaincre les autres de le faire avec nous. Sinon j'ai peur que... Sinon, si tu veux, j'ai peur que ça soit, et encore une fois, vraiment, je te fais pas de procès à toi, hein, c'est vraiment dans le débat, parce que j'ai peur que ça soit, si on est assez fort, on va le faire. Et puis après, si on est assez fort, on va le faire. Et puis si on est assez fort, on va le faire. Et finalement, j'ai peur qu'à la fin, on le fasse pas. Et voilà, c'est vraiment mon point de débat, quoi. Je sais pas si tu veux répondre tout de suite à ça, après je reviendrai sur les questions. J'entends cette remarque, je l'entends. Simplement que, en fait, le truc, c'est que on n'a jamais essayé de le faire. Et que, en fait, on a eu des majorités dans l'Europe. On a eu des moments où on aurait pu faire alliance, notamment avec les pays européens au moment de la crise de la dette. Et on l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a préféré l'Allemagne. On a préféré le discours avec l'Allemagne plutôt que cette coalition. Donc, j'entends ce que tu dis. Et c'est un vrai risque. Je le comprends. Enfin, oui, j'accepte ça. De dire si on dit pas, on est capable de le faire seul. Mais moi, je vous dis juste que le risque de ça aussi, de dire, on peut le faire tout seul, c'est qu'à la fin, on soit réellement tout seul. Et que si on est réellement tout seul, la réalité, c'est que on est dans un rapport de force qui ne nous permet pas de passer un cliquet. Donc, bon, là, je pense que vraiment, on commence quand même à se rapprocher sérieusement. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. Merci. Si tu as un dernier mot pour répondre, Manu, et après, si vous voulez bien, je vais ouvrir la parole à la salle pour vous entendre vos questions, mais un dernier mot à l'attaque ou la défense, je sais pas, mais en même temps, on voit que le débat se resserre. Non, je veux pas. Je pense que bon, voilà, on a cerné les points qui restent, et puis peut-être que le débat avec la salle va préciser ces éléments-là. Je voulais juste, ça va prendre 2 minutes, vous dire que sur les politiques de désobéissance, parce que j'avais promis que je le faisais, souvent on nous dit oui, mais attention, si vous faites ça, la France va être poursuivie, va être sanctionnée, etc. Je voudrais juste dire deux, 3 mots là-dessus. Premièrement, rappeler que des fois, je trouve qu'on a une vision trop juridique de l'Union européenne. Genre, mais c'est écrit dans les textes, donc... bon, tout ça, c'est de la politique, quoi. Hein. Une sanction, c'est une décision politique. Il y a des fois des gens qui violent des règles et ils sont pas sanctionnés. Je vais vous donner un exemple. Donc, premièrement, faut se rappeler que même la dimension juridique de la sanction est un rapport de force politique. Deuxièmement, faut dire que ces sanctions-là, financières réelles devant la Cour de justice de l'Union européenne, parce que c'est la menace qu'on fait planer sur un pays qui respecterait pas la réglementation, elles sont extrêmement rares, hein. Entre 1999 et 2018, pour vous donner cet exemple, la règle des 3% a été violée à 171 reprises, dont 7 fois par l'Allemagne. Elle a donné lieu à 0 sanction financière. Voilà, ça c'est sur la règle des 3% par exemple. Dernièrement, même si à la fin, dans l'exception, il devrait y avoir une sanction, je rappelle plusieurs choses. D'abord que c'est des processus extrêmement longs. Deuxièmement que vous avez là aussi des possibilités de rapport de force, du genre il y a une amende, ok, on va la déduire de notre contribution budgétaire, ou bien même on va pas la payer, parce que la différence entre une amende que vous avez à la banque, c'est qu'à la fin il peut y avoir des gens qui viennent chez vous pour récupérer l'argent ou prendre des choses dans votre maison. Là ça va être un petit peu difficile de venir chercher l'argent si on veut pas la donner. Je veux juste dire que j'ai plus de micro, mais c'est parce que je dois m'arrêter. Et j'ai plus de micro, ça doit être la fin du temps. Donc voilà, c'était juste pour dire que, y compris cette menace-là, parfois de la sanction, il faut pas faire ça parce que sinon vous allez avoir des conséquences, etc., me paraît extrêmement légère. Voilà, après sur le débat, il y aurait plein d'autres points à discuter, mais je trouve que c'est utile qu'on puisse en discuter avec vous, donc personnellement, je vais pas plus loin. Merci à vous. Merci Manu. Merci. Je vous propose qu'on continue à construire ce débat sur la base de vos questions. On va les prendre par série de 4 dans le temps qui nous reste. Il nous reste pas énormément de temps, mais suffisamment de temps pour tourner. Peut-être, est-ce que Lucas, tu peux faire circuler le micro? On va en prendre deux hommes, 2 femmes. Je redonne la parole à nos super panélistes et on va essayer de continuer à faire progresser le débat. Je te laisse choisir. Bonjour. Alors moi j'avais une question sur... je voulais revenir sur ce que vous aviez dit, Sandrine Rousseau. Vous disiez qu'il fallait modifier les élections nationales européennes. Oui, je suis là, bonjour.
Mais du coup, je voudrais savoir un peu plus concrètement ce que vous voulez modifier, comment vous voulez faire, et comment faire aussi pour que ça s'inscrive dans le cadre des institutions européennes, parce que, enfin, on peut réformer, mais à la fin, si les instances européennes restent les mêmes, on a un levier, un champ d'action qui est assez réduit. Donc, on prend toutes les questions. Oui, bonjour. Je voudrais juste faire une remarque et une question. Les remarques, c'est j'entends parler d'évadés fiscaux. Un évadé, c'est un repris de justice en fuite. Et je pense que sur la sémantique, l'utilisation des mots de l'adversaire, du type évasion fiscale, optimisation fiscale, c'est du vol. Ces gens-là sont des voleurs. Il faut donc utiliser ces termes-là plutôt. Deuxième chose, dans les menaces que vous avez évoquées, il y en a une qui n'a pas été traitée, c'est la Banque Centrale Européenne. Et quand on se souvient de la dangerosité de cet organisme et de ce qu'ils ont fait aux Grecs et à Chypre, il y a peut-être quelque chose à préciser. Alors je ne sais pas ce qu'on peut faire, si on envoie la Légion, si on fait quelque chose, mais voilà, il faut peut-être... voilà. Merci beaucoup. J'en profite pour vraiment vous demander de faire des questions courtes comme ça a été fait, le plus court possible, comme ça, et elles sont toutes super intéressantes, comme ça on en prend un maximum possible. Question suivante. Merci beaucoup à vous deux pour ce temps d'échange, c'était vraiment passionnant, puis je trouve qu'on arrive à commencer à cerner ce qui peut continuer à faire débat entre nous, sans tomber dans les caricatures. Donc moi j'essaie de continuer sur cet angle-là qui est apparu à la fin, qui est la question du jamais seul ou pourquoi pas seul. Il a échappé à personne que la prochaine présidentielle est dans 8 mois et que d'ici là, de toute façon, le calendrier des élections dans l'ensemble de l'Europe et en France ne changera pas. Donc effectivement, je suis intéressée par la question de savoir comment, Sandrine, tu proposerais que ça puisse changer, mais on sait que là, tu es candidate à une élection dans 8 mois présidentielle et tu portes un programme et donc se pose la question de l'application de ce programme. Et j'ai envie de te demander si tu gagnais ou si on gagnait ensemble, ce qui est vraiment l'option que je préférerais, si on gagnait tous ensemble, qu'est-ce qu'on ferait? Donc quand tu dis pas seul, tu penses à qui? À quelle coalition tu penses? Est-ce que c'est des coalitions à géométrie variable aussi en fonction des différents objectifs qu'on a? Et puis, si jamais ces coalitions elles peuvent pas tout de suite se mettre en place, comment tu réponds aux électeurs qui ont pensé que tu allais appliquer un programme? Voilà, qu'est-ce que tu leur dis? Merci. Merci. Et une dernière question. Lucas, le maître du choix. Lui en voulait pas. Il a le pouvoir, ou alors je me dédouane du pouvoir, c'est une autre façon de voir les choses. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup aux intervenantes et intervenants pour la qualité du débat. J'ai 2 questions qui s'adressent particulièrement à Madame Sandrine Rousseau. La première, c'est, j'ai bien compris, vous voulez mettre en place une synchronisation des élections nationales, ce qui suppose une procédure de révision législative dans les 27 États membres, ce qui peut prendre un certain temps, comme on l'a vu sur la ratification pour les ressources propres finançant le budget du plan de relance européen. Et ensuite, cela supposerait, mettons que les 27 se mettent d'accord sur le même calendrier électoral, qu'un jour arrive une majorité qui permette une révision des traités, ce qui prendrait un temps long. Donc comment réconciliez-vous cette optique d'un temps très long de révision avec, comme vous l'avez rappelé, l'urgence écologique qui impose des mesures radicales dans les 5 ans si on veut respecter la trajectoire de l'accord de Paris? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est plus une petite précision que j'aimerais vous demander. Vous mentionnez le binôme européen avec le Parlement et la Commission, mais je suis assez étonné de vous entendre complètement occulter le Conseil dans le processus de décision. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous ne le mentionnez pas et quelle place vous aimeriez faire au Conseil dans le cas de l'Europe que vous aimeriez réviser pour une Europe plus démocratique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Sandrine, il y a beaucoup de questions pour toi, donc je vais commencer par toi et te les adresser sur la modification des élections, sur pas seul mais avec qui, la synchronisation des calendriers, le rôle du Conseil et la question de la BCE qui a aussi été adressée à tous les deux. Enfin, peu importe, hein, vraiment, c'est pas le micro qui va faire la réponse.
Je vais commencer par la BCE. Là-dessus, il y a une réforme du statut de la BCE à mettre en œuvre. Hein. Enfin, il y a pas. Là, pour le coup, c'est vraiment très important, surtout dans ce qui nous attend en matière de régulation économique. Alors, bon, ça, on peut discuter un peu, mais moi, je pense que c'est pas possible que la BCE ait comme seul objectif la lutte contre l'inflation. Voilà, et que là, l'inflation est un outil économique, certes contrôlé, certes faible, mais que c'est un outil économique. Et surtout, ce qui est absolument insupportable, c'est que la BCE soit totalement indépendante du politique, c'est-à-dire n'ait pas à rendre compte aux politiques, sauf à intervalles réguliers, et qu'en fait, la politique monétaire, c'est quand même extrêmement important, et on l'a vu dans les plans de relance, et on voit déjà dans la crise du Covid que finalement, les critères qu'on pensait indépassables, eh bien, sont tout à fait dépassés, et que même ce qui était inimaginable, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne s'endette pour les États de l'Union Européenne, finalement a eu lieu, et donc il est temps vraiment de réformer cette BCE et de pas faire semblant que là il s'est passé quelque chose, quoi. C'est-à-dire que voilà, donc ça passe par une réforme des statuts et donc une réforme aussi des traités. Alors, beaucoup de questions sur comment on fait pour les élections nationales, etc. Et sur la coalition. Donc, sur les élections nationales, moi, je veux pas que les 27 aient les élections nationales en même temps. Enfin, il n'y a pas forcément d'intérêt à ça. Moi, ce que je voudrais, c'est surtout qu'on fasse un espèce de noyau au sein de l'Europe de pays avec lesquels on coordonne les élections nationales. Voilà. Et donc, ça prend beaucoup moins de temps que de le faire à 27. Et par ailleurs, donc ça répond à l'autre question, c'est quel pays au sein de l'Union européenne? Eh bien, clairement, il nous faut regarder les pays dont nous sommes le plus proches socialement. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a pas. Alors après, en plus, si c'est enregistré, je vais encore me taper un bad buzz pendant une journée. Allez, c'est pas diffusé en direct. C'est pas diffusé en direct. Oh bah, c'est pas grave. Au point où j'en suis. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, j'ai zappé. Sur le choix des pays. Le choix des pays. Ouais. Avec quel pays tu ferais? Ouais, mais bon, du coup, j'ai oublié mon truc sur le bad buzz. Bon, donc sur les pays, il faut qu'on regarde les pays sur lesquels on est le plus proche structurellement et dans l'organisation de l'État social au sein de ces pays, parce qu'en fait, c'est ça qui définit aussi nos politiques sociales. Donc, quels sont les pays qui ont les États sociaux les plus forts? Eh bien, moi, je pense qu'il faut regarder l'Europe du Nord et de l'Ouest, même si je sais que dans l'Europe du Nord, il y a les fameux frugaux et qu'il nous faut éviter ces frugaux-là. Mais en fait, il nous faut une coalition qui aille du sud de l'Europe jusqu'à la Suède et qu'on fasse comme ça un arc de pays au sein de l'Europe qui constitue un rapport de force. Et c'est ça le bad buzz, je m'en souviens, c'est de dire que je crois qu'aussi il faut assumer que l'Europe doit avoir des sous-ensembles. Il faut assumer le fait que l'Europe doit avoir des sous-ensembles et pas deux pays qui dirigent la ligne européenne et tout le reste qui suit, quoi. Et donc avoir des sous-ensembles, eh bien, y compris d'ailleurs pour la politique monétaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Alors le rôle du Conseil, ça fait partie des choses dont je parlais sur la coordination d'un pôle au sein de l'Europe. C'est-à-dire que s'il y a un pôle au sein de l'Europe, qu'on a coordonné les élections nationales et qu'on arrive à dégager des majorités, ces majorités-là se retrouvent aussi au sein du Conseil, c'est-à-dire c'est au sein de la Commission, au sein du Conseil et au sein du Parlement. Et là, on arrive à faire quelque chose. Et il va nous falloir ça parce que là, pour les réformes sociales, en fait, il va nous falloir nous accorder sur ça. Et aujourd'hui, je trouve que l'urgence en Europe, parmi toutes les urgences dont on a parlé, mais une urgence en Europe, ce serait de se dire, mais quels sont nos communs aujourd'hui, de quels biens on a absolument besoin de protéger du marché, et quels sont les biens qu'on a absolument besoin de mettre sous l'emprise de la régulation, comment on fait pour augmenter les minima sociaux et la protection sociale partout en Europe, et comment on fait pour converger. Et ça, moi, je pense que c'est la question qu'on doit poser pour construire la coalition, en fait. Merci beaucoup, Sandrine. Vous avez le droit de l'applaudir. Manu, je te repasse la parole. N'hésite pas à répondre sur les points sur lesquels Sandrine t'a interpellé et au moins une question qui était adressée à tous les deux sur la BCE. Ouais, merci. Bon, c'est sûr que sur la question de la BCE, pareil, je pense qu'il faut en ce qui me concerne, je crois qu'il faut vraiment la prendre dans la même optique que ce que j'ai essayé de présenter tout à l'heure sur les autres sujets, en fait. À la fois
quelle perspective de modification, comment nous on voit les choses. Et là, je suis d'accord avec ce qu'a dit Sandrine, c'est-à-dire changer les objectifs de la Banque Centrale Européenne, mettre un terme à son indépendance, pour faire en sorte que la politique monétaire soit sous le contrôle de la politique. Hein, tout à l'heure, on parlait souveraineté. La question, c'est quels sont les attributs de la souveraineté et comment ça se fait que la question monétaire qui doit être liée à la souveraineté est aujourd'hui indépendante. Ça, c'est inscrit dans les règles, dans les traités. Donc, clairement, il doit y avoir cette perspective de modification des traités. Et là, pareil, il reste entier la question de maintenant comment on y arrive. Bon, comment on le fait? Parce qu'on sait bien, en particulier sur ce sujet, que c'est vraiment un des sujets les plus difficiles, y compris dans l'affrontement, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, des différents points de vue au sein de l'Union européenne. Tout à l'heure, on parlait cour de Karlsruhe. Aujourd'hui, la cour de Karlsruhe, elle essaye, pour l'instant ça n'a pas été le cas, d'attaquer la BCE sur sa politique monétaire parce qu'elle trouve qu'elle va trop dans le sens du financement des États et qu'elle obéit trop à des consignes politiques. Je caricature pour que ça soit bien compréhensible. Donc là, on sent bien qu'on va être au cœur de l'affrontement. Mais en même temps, et c'est vrai que d'abord, la Banque Centrale Européenne, y compris dans la période précédente, elle a déjà quand même plus ou moins désobéi à son mandat. Donc de la même manière. Ouais, carrément. Donc ça veut dire que, mais c'est parce que je veux pas aider la cour de Karlsruhe à nous taper sur les doigts que je dis plus ou moins. Pour dire que ça peut être, voilà. Même si je pense qu'elle s'en fout un peu de ce que je dis la cour de Karlsruhe, mais pour l'instant en tout cas. Donc voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est que là il y a une bataille quand même de politique sur le rôle de la BCE. Après, on va pas se le cacher, il y a aussi, pareil, il doit y avoir un panel de solutions. Et dans le panel des solutions, il y a des solutions plus radicales que d'autres. Si à un moment c'est impossible de rien faire bouger, que tout le monde s'oppose à ça, bon, il y a toujours la possibilité de se mettre nous à frapper de l'euro, par exemple. Bon, c'est une mesure. Il faut. Après, voilà, je le dis franchement, c'est pour ça, il y a un panel de solutions. Et il y en a des plus ou moins radicales. Après, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que faire ça, c'est faire quand même vaciller la zone euro de manière très forte. Je dis pas que c'est totalement impossible, je dis juste qu'il faut y aller étape par étape. Et il faut entendre aussi une remarque formulée comme celle de Sandrine tout à l'heure, de l'objectif à la fin, et ça je l'entends, c'est pas de se retrouver seul contre tous non plus. Donc il faut l'entendre aussi. Donc il faut construire des coalitions dynamiques, et ça a fait le lien avec la deuxième question. C'est mieux si elles sont à périmètre un peu commun sur l'ensemble des sujets, mais je ne crois pas que ça soit possible. Je peux me tromper, mais je ne crois pas que ça soit possible. Je pense qu'il faut être en capacité de construire parfois des coalitions qui vont avoir des alliés et des tailles différentes sur tel ou tel sujet, parce que je pense que parce que c'est vrai que souvent on a l'idée que l'Europe du Sud va venir. Bon, ok, mais ça dépend quand même des majorités politiques aussi, hein. Bon, il y a une dimension culturelle, elle existe, faut pas la contester, faut pas la nier, mais il y a une dimension politique. En Italie, par exemple, la perspective que ça soit une gauche de rupture qui prenne le pouvoir, malheureusement, elle est pas actuelle, quoi. Donc bon, faut tenir compte de ces éléments. En tout cas, je suis d'accord, c'est une objection que j'accepte. La question monétaire, dans l'exposé qu'on a fait là et que Manon a fait hier aussi, c'est encore un point sur lequel on doit préciser les différents aspects de la désobéissance et les différents aspects des leviers nécessaires pour changer la BCE. Sur l'objectif, je pense qu'on est d'accord, mais ensuite sur ces différents aspects avec leur niveau de radicalité à chaque fois. Voilà, après, bon, sur le reste, il y aurait des points de débat, mais on va vous laisser un petit peu la parole quand même. Bonjour à tous, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Moi, je voudrais poser une question à Sandrine Rousseau. Quand j'écoute les médias traditionnels qui me parlent d'Europe Écologie Les Verts, j'entends pas du tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Ce que vous avez dit aujourd'hui, je suis 95% d'accord. Comment c'est possible
qu'au sein d'un même mouvement qui est le vôtre, il y a des positions aussi différentes? Et comment vous allez faire? Moi, j'ai un ami très proche qui a failli venir aujourd'hui, qui fait partie de votre mouvement, et qui se pose beaucoup de questions, qui est tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Comment c'est possible? On est à la fois si proches, et pourquoi on n'est pas ensemble? Merci. J'en profite pour dire que comme vous jouez tous super bien le jeu de questions courtes, on va en prendre un peu plus, comme ça on donnera la parole à plus de gens. Oui, alors moi je voulais revenir sur un mot de Manu, le protectionnisme solidaire. Alors je pense que c'est important. D'abord, ça peut faire partie aussi des aspects des obéissances. Et pourquoi je suis aussi touché par cet aspect-là? Ben, je vais vous donner un exemple. On est à la veille des présidentielles. Je viens des Hauts-de-France. On a un super candidat là-bas qui s'appelle Xavier Bertrand. Oui, mais il faut pas rire parce que Xavier Bertrand, il a décidé de mettre 1 milliard d'euros dans le projet de création du canal Seine-Nord-Europe. Seine-Nord-Europe. En fait, c'est pas lui qui le met, c'est les contribuables, hein, c'est nous qui allons le payer, c'est évident. L'État met 1 milliard aussi. En fait, il met rien parce qu'il va être remboursé par les TVA perçus sur les travaux. Et on lance les consultations, ça aussi, ça fait partie, les consultations de marché. Ça fait partie des modifications des règles européennes et qui nous coûtent cher parce que nous, on sait, alors je suis professionnel du milieu, et c'est évident que ce seront les Néerlandais qui arriveront pour faire les travaux. Votre question? Eh ben, ma question, elle est tout simplement de dire pourquoi, à la France insoumise, on n'arrive pas à mettre en place un groupe de travail, je ne sais pas quoi, moi, on n'arrive pas à discuter de ce que l'on doit faire pour s'opposer à cette stratégie de Bertrand qui se paye sa campagne électorale sur les impôts des contribuables du coin. Et merci, en passant, je voudrais pas louper non plus ELV parce que Karima Deli, que j'ai vu pendant la campagne et qui était tête de liste, ben on doit se rencontrer. Là, c'est déjà mieux, on devrait se rencontrer. Ben on se rencontre pas. Et ça, c'est embêtant que des sujets comme ceux-là ne peuvent pas se discuter. Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions. Bonjour, moi j'ai une question Merci pour d'écouter la question. Sandrine. Vous avez parlé de protectionnisme européen, social et écologique. Donc autant d'adjectifs après le mot protectionnisme que je souhaiterais d'abord comprendre. Et dans ce protectionnisme européen, qu'est-ce qui empêcherait la délocalisation d'une usine en France, en Pologne par exemple? En Pologne, ou dans un autre pays européen qui n'a pas la même structure sociale que la France. Merci. Merci. On va continuer le tour. Merci Lucas encore. Bonjour, merci beaucoup pour la qualité du débat. Du coup, je dis déjà une chose. Est-ce que vous pouvez pousser pour qu'on ait ça sur France 2 à 20h? Et pas... Les amis journalistes qui sont dans la salle, s'il y en a. Et pas sur LCP à minuit, quoi. Vraiment, sur France 2 à 20h et 3 fois s'il faut. On demande que ça. Et simplement, ne pas y aller seul. En fait, je pense que vous raisonnez en termes d'État. Mais qu'est-ce qui vous dit que si on y va seul en termes d'État, la société civile espagnole, la société civile allemande, la société civile suédoise, la société civile même polonaise ne va pas en partie suivre et faire bouger à son tour son État à eux. C'est simplement une méthode pour accélérer, et c'est vous les écolos en premier lieu, on a 5 ans pour agir. Merci beaucoup pour cette question et cette remarque que je crois nous partageons tous dans la salle. Tu peux continuer, on va en prendre davantage pour en avoir un maximum. Ouais.
Tu veux que je t'aide à décider, Lucas? Non, mais je cherche une femme. Ah. Bonjour. Merci d'écouter la question. Oui, dans les questions relatives au comment, ça serait plutôt par rapport à toutes les directives européennes qui ont déjà commencé à être appliquées, notamment la libéralisation du rail, le projet Hercule pour les barrages hydroélectriques. Comment on répare, comment on revient en arrière s'il y a déjà des concessions qui ont été données à des entreprises privées? Merci beaucoup pour cette question précise. On va en prendre une dernière. Bonjour. Alors, j'ai deux questions très brèves. La première sur l'Europe de la défense et de la politique étrangère. Quel est l'intérêt réel? On nous dit tout le temps que c'est très important d'avoir une politique de défense européenne, mais quel est l'intérêt réel qu'il y aurait à avoir une défense intégrée européenne? D'autant que, on le sait, si, comme Madame Rousseau vous venez de le dire, on sort du commandement intégré de l'OTAN, je vois mal comment on va pouvoir construire une politique européenne de défense derrière. Deuxième question, plus sur si on veut une souveraineté européenne, une souveraineté citoyenne européenne, hein, j'entends. Est-ce qu'il y a des moyens techniques, etc., pour proposer l'existence d'un référendum européen commun aux 27 pour des réformes de l'Union européenne? Est-ce qu'on a des moyens techniques au Parlement? Est-ce que le Parlement européen peut proposer cela, par exemple? Et deuxième chose, qui me semble une évidence aussi, la modification des élections européennes. Je ne comprends toujours pas pourquoi, si on veut une véritable souveraineté politique européenne, pourquoi on continue à voter sur des listes nationales et non pas sur des listes européennes. Voilà, j'en ai terminé, merci. Merci. 1, 2. Alors, il nous reste 10 minutes. Et donc, si on veut les réponses, on est obligé de redonner la parole aux intervenants. Je sais, c'est hyper frustrant. Je prends la responsabilité de couper la série des questions. Mais, deux choses. Et je le redis encore, s'il y a quelques journalistes qui traînent encore, ça démontre la nécessité d'avoir, en effet, des débats politiques plutôt que de savoir s'il faut porter le burkini ou pas. On peut avoir des vrais débats de fond sur les questions européennes. Et deuxièmement, et avec ton accord, Sandrine, si jamais tu es désignée, j'imagine que c'est un débat qu'on va continuer à avoir. Et évidemment, on reste disponible aussi parce que c'est un temps fort qu'on a voulu de ces amphis pour parler de la question européenne, mais on n'a pas fini d'en parler, notamment avec la présidence du Conseil qui va commencer début janvier. Il a bien changé, David Pujadas. On est aussi pour une réforme des médias, mais ça c'est pour un autre débat. Sandrine, est-ce que je te passe la parole en... Un peu l'inverse des fois, répondre en premier. Ok, ouais, faisons ça, il n'y a pas de souci. Je te laisse répondre en premier, Manu, à ces questions. On terminera avec toi, Sandrine. Bon, alors toutes les questions m'étaient pas adressées à moi, mais je peux donner quelques éléments de réponse sur certaines. D'abord, je vais dire, je suis d'accord, et là aussi, c'est une remarque qu'on prend, que sans doute que dans notre... Dans la stratégie telle que je l'ai présentée là, telle que Manon l'a présentée hier aussi, sans doute que ça insiste beaucoup, et c'est normal parce que je pense que c'est le cœur de la souveraineté aujourd'hui, et c'est là où on peut prendre le pouvoir pour débloquer des choses sur la place, c'est le rôle des États. Mais je suis d'accord pour dire qu'il faut y ajouter la dimension dans la construction du rapport de force. Bien sûr, la dimension de recherche de coalition, c'est une évidence, de coalition entre États, mais aussi la nécessité de mener accolé au travail, on va dire, diplomatique, de négociation, de rapport de force, un travail idéologique, culturel, qui met en mouvement les citoyens et qui sont aussi une arme dans le rapport de force. Hein ? Et si vous regardez bien, à chaque fois dans les exemples européens, que les institutions européennes ont sauté sur un pays pour le bloquer, lui faire un chantage à la dette, etc. Ça s'est accompagné d'une forme de propagande médiatique
sur c'est pas à nous de payer pour lui, ce sont la Grèce, ce sont les vacanciers, ceux qui travaillent pas beaucoup. Je dis juste pour dire qu'à chaque fois dans ces éléments de rapport de force, faut entendre le rapport de force dans toute sa complexité. Ça veut dire dans sa dimension politique, mais aussi dans sa dimension culturelle, dans sa dimension idéologique, dans sa dimension de lutte dans l'espace européen, de lutte idéologique et culturelle. Voilà. Donc je suis super d'accord avec la question et on doit l'intégrer et ça veut dire qu'accolé à ces éléments-là, il doit y avoir des éléments de conviction idéologique qui se résument pas uniquement à l'élection nationale. Bon, ça c'est une remarque, mais je voulais insister sur ce point-là. Sur les concessions, alors c'est difficile là rapidement, mais d'abord il faut quand même être juste. L'ensemble des privatisations des barrages et de vente d'un certain nombre de barrages à des acteurs privés, tout ça n'est pas entièrement de la responsabilité de l'Union européenne. Il y a eu le CNR, il y a eu la société hydroélectrique du Midi, qui étaient déjà des entreprises. Par exemple, la HEM, c'est issu de la SNCF. Hein. Il y a une partie des concessions aujourd'hui qui appartiennent à la HEM, c'est issu de la SNCF, parce que quand la SNCF a commencé à faire des voies, notamment c'était dans les Pyrénées, il y a eu des besoins d'approvisionnement électrique, donc il y a eu la mise en œuvre de nos propres moyens de capacité de production électrique, et au bout d'un moment, la SNCF a dit bah ça fait plus partie, on va le privatiser. C'était avant les directives et les demandes de. Donc je veux juste dire que comment on revient sur les privatisations des concessions qui ont déjà été privatisées aujourd'hui, nécessairement il va falloir soit les racheter, soit on n'aura pas d'autre choix, et ça ne dépend pas, c'est pas l'application d'une décision européenne pour l'instant. Ce que veut faire l'Union européenne, c'est qu'on privatise aussi les concessions qui aujourd'hui appartiennent à EDF, en tout cas qu'on les mette en concurrence. C'est-à-dire que des acteurs privés puissent se porter candidats pour les acheter. Mais je voulais juste faire cette précision. Sur la question Canal Seine-Nord Europe, camarade, bon, moi je connais pas suffisamment le sujet, peut-être que Sandrine le connaît, mais moi non, donc je veux pas te répondre avec des bêtises, mais je pense qu'on peut en parler sans aucun problème. Et puis après sur les autres questions, je crois qu'elles les listes transnationales, nous on y est favorable au fait de dire qu'aux élections européennes il puisse y avoir des listes qui rassemblent des partis de plusieurs pays. Nous c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, vous vous rappelez, avec notre alliance Maintenant le Peuple, qui a vocation à s'élargir aussi, où on a essayé au moins dans la campagne européenne de faire en sorte de porter des sujets, des combats communs, malgré le fait que les élections européennes se faisaient dans chaque État sur des listes et des modes de scrutin parfois différents. Mais bien évidemment, ça fait partie des évolutions démocratiques qu'il faut mettre en place. Voilà. Et comme ça sera mon dernier mot, je vous remercie et merci beaucoup à Sandrine d'avoir accepté ce débat. On lui laisse la parole pour conclure. Merci beaucoup Manu. Donc je te repasse la parole pour les questions plus spécifiques sur la délocalisation au sein de l'Union européenne qui a été posée notamment en Pologne. Comment faire pour des directives de privatisation par exemple qui sont déjà appliquées. La compatibilité de la sortie de l'OTAN avec une Europe de la défense. La question de la souveraineté qui est liée à la question de la souveraineté européenne. Et puis peut-être je laisse la dernière question pour la fin pour conclure ce débat sur les points d'accord manifestement nombreux entre nous et donc est-ce que voilà quelle va être la suite après? Vous n'aurez pas de scoop. Bon là dans les questions que vous avez posées en fait ça mériterait quand même à chaque fois un quart d'heure de développement donc c'est un peu chaud et en fait c'est vraiment chaud parce que du coup si je fais des raccourcis je sens bien que voilà bon donc je vais essayer de répondre mais je vais pas répondre à tout et de toute façon je reste là un peu cet après-midi tout ça donc on pourra discuter autour d'un café pour celles et ceux qui voudraient poursuivre. Juste il y avait une question sur ELV et comment ça se fait qu'il y ait des gens aussi différents au sein de ELV mais je suis sûre qu'au sein de la LFI il y a des gens très différents aussi non? Moi, c'est pas ce que j'entends. Toujours est-il que précisément ça sert aussi à ça nos primaires des écologistes, c'est à définir une ligne
Et au-delà d'une incarnation, au-delà de la personne qui la porte, eh bien c'est aussi la ligne qui est défendue. Et moi je suis très heureuse de participer à ces primaires précisément pour poser cette question. Quelle ligne vous voulez ? Sur l'Europe comme sur le reste. Quelle ligne vous voulez ? Et on verra ce qui ressortira de ces primaires. Et en fonction de la ligne qui sera définie là, eh bien, on engagera la présidentielle sur la ligne qui sera définie. Et c'est bien, parce que ça s'appelle la démocratie, c'est des primaires ouvertes, voilà, chacun peut y participer, chacune peut y participer. Et ben voilà, la ligne, elle dépendra de ça et le scoop, ce sera ça. Ce sont des primaires ouvertes. Voilà. Ensuite, sur le canal Seine-Nord-Europe, alors pour moi, j'ai toujours voté contre le canal Seine-Nord-Europe. Le canal Seine-Nord-Europe, c'est pas un détail. En fait, oui, je sais, c'est un truc du Nord-Pas-de-Calais et on est à peu près 4 à s'y intéresser. Mais la vérité, c'est que c'est un gros enjeu parce qu'en fait, c'est un canal qui est une autoroute fluviale. Alors on dit, bah ouais, mais les écolos, vous voulez pas les autoroutes fluviales? Bah oui, mais sauf que à la fin, c'est exactement le point d'entrée de tous les produits manufacturés qui viennent du monde entier. Et surtout, à la fin, ça fait plus de camions puisque de toute façon, une fois que ça arrive, eh bien, il faut le transporter par camion. Donc c'est vraiment la fausse bonne idée écolo. Je sais que, alors ça, quand je dis ça, ça me vaut moult critiques. Mais à un moment donné, il faut le dire, c'est pas la priorité. On va pas mettre 2 milliards sur un canal Seine-Nord-Europe. Voilà. Sur les délocalisations au sein de l'Union européenne, eh ben, c'est pas simple cette question. Alors, ça fait partie des questions sur lesquelles il faudrait du temps pour débattre, parce que pour moi, il n'y a pas à moins que vous ayez une solution simple et immédiate pour faire ça. Mais moi, oui, c'est quoi? Pour moi, il n'y a pas de solution simple et immédiate. Alors peut-être qu'il y en a une et que je la vois pas, mais en tous les cas, les deux solutions que je vois, c'est développer les salaires minimums et faire en sorte qu'il y ait une harmonisation des salaires minimums, et c'est pour ça qu'il nous faut une Europe sociale. La deuxième, c'est qu'il nous faut une harmonisation de l'impôt sur les sociétés et augmenter l'impôt sur les sociétés sur les pays de l'Europe qui font du dumping fiscal sur les entreprises. Ensuite, sur la société civile organisée, bah oui, mais c'est pour ça qu'alors ça, je pense que ça, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais sans doute ça va être aussi un petit point peut-être de désaccord, c'est que oui, moi je suis pour qu'il y ait les élections européennes se fassent à l'échelle européenne avec des listes européennes, parce que précisément c'est aussi comme ça que la société civile organisée peut peser sur les élections et que comme ça il n'y ait pas que les têtes de liste de chaque truc qui arrive. Donc oui, je suis pour. Après, je sais pas quelle est votre position là-dessus, mais je pense Manu vient de dire qu'on était en faveur aussi de listes transnationales pour les élections européennes. C'est trop beau. Et ensuite, alors sur les directives sur le rail, ça a été commencé avant. La question, c'est la concurrence. Et en fait, dans les erreurs historiques qui ont été faites en Europe, eh bien, c'est cette espèce de lutte contre les monopoles publics qui a été menée. Ça a été fait au nom du libéralisme, au nom de la libre concurrence. Mais derrière, ça détruit nos communs, ça détruit l'eau, ça détruit le rail, ça détruit tous les biens dont on a absolument besoin et qui vont être des biens essentiels dans la transformation écologique que l'on a à mener. Donc, eh bien, ça fait partie des choses que l'on doit mettre à l'agenda européen. Oui, on doit retrouver des monopoles publics sur des biens communs. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble ou qu'est-ce qu'on fait pas ensemble. Eh bien, déjà, laissez-moi gagner la primaire, parce que c'est quand même la première des choses. Et après, la seule chose sur laquelle je puisse m'engager aujourd'hui, c'est que je continuerai à discuter avec vous, comme je le fais aujourd'hui, non-stop, jusqu'au bout, parce que je pense que c'est là aussi que se forment des coalitions qui nous permettront d'aller vers une rupture. Voilà. Merci. Merci Sandrine. Merci Manu. Je quitte mon costume de David Pujadas, mais j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ce débat. Et en tout cas, c'est un sujet que l'on espère sera majeur dans la campagne pour les élections présidentielles et pour lesquelles j'espère on pourra sortir des débats caricaturés. Et merci de nous avoir aidés à le faire aujourd'hui. À tous les deux, on peut les applaudir. Merci.